entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Affaire Jeffrey, Melania a-t-elle sauvé le monde ou son époux Donald Trump? Taxe, l'exemple irlandais, et puis Antoine, vive le colbertisme. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Alain Vialat, Little Wood, Caroline Derbigny et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Que faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Cette une de Paris Match a fait le buzz. Si vous avez vu mon entretien d'hier, je me suis amusé des mails venimeux de la gauche, du fiel et de la fiente. Ils enrageaient nos amis socialistes et de la France insoumise. Seulement, dans ce bas monde politique, on ne peut pas faire un pas sans tomber sur la Bilderberg ou Jeffrey. Flash, c'est chez les parents de Maria Carolina de Bourbon et de Sicile que Jack Lang avait rencontré Jeffrey Epstein en 2012 lors d'un dîner en l'honneur de Woody Allen. Remarquez que c'est peut-être un amalgame. Maria Carolina n'a peut-être rien à voir avec ce que faisaient ses parents. Oui, mais il serait peut-être temps de nettoyer toute cette boue parce que le doute est là. Et dans ces circonstances, voilà qu'apparaît Melania. Melania, maintenant est le moment pour le Congrès d'agir. Epstein n'était pas seul. Et elle ajoute que les victimes de Jeffrey doivent être entendues par le Congrès. C'est la stupeur, personne ne s'attendait à cela, d'autant que son époux, Donald, avait enterré le dossier cette semaine. Vous vous rappelez qu'il avait viré Pam Bondi. Comment comprendre ce coup de théâtre? Hypothèse 1, elle essaie de sauver le soldat Donald, fortement compromis. Quelques éléments. Trump a lui-même déclaré qu'il a rencontré donc Melania au moment où il était censé avoir un rendez-vous avec Selina Middelfart. C'était à une soirée de Paolo Zampoli au Kit Kat Club et il a présenté Melania à Trump. Middelfart était la femme que Jeffrey fréquentait en même temps que Trump. Toutes ces informations sont publiques et vérifiées. Et certains n'avaient pas hésité, comme Michael Wolff, essayiste, qu'un livre avait été publié et qu'il contenait un passage dans lequel Jeffrey était cité, où il dit avoir des relations, sexuelles avec Melania, un an entier avant que Donald Trump ne commence sa relation avec Melania. Le couple Trump avait porté plainte pour diffamation et l'auteur avait dû rétracter ses propos. Mais pour beaucoup, il y avait peut-être du vrai dans tout cela. Pourquoi? Parce qu'au milieu des années 90, Zampoli a vendu la société de jouets au futur hautement corrompu et l'un des premiers ministres italiens ayant servi le plus longtemps, Silvio Berlusconi. Il l'a fait à la suggestion de John Casablanca, propriétaire d'Elite Model, qui l'a encouragé à se lancer dans le métier de gestion de mannequins. Et Casablanca a permis à Ivanka, la fille de Donald Trump, de faire du mannequinat. Ce Casablanca a été impliqué dans des scandales concernant son attirance pour des jeunes filles, si vous voyez ce que je veux dire. Trump a donc envoyé sa fille Ivanka travailler pour Casablanca, Elite Model, quand elle avait 14 ans en 96. Trump gravitait à l'époque dans l'orbite de ce monsieur et de Jeffrey. C'est publiquement vérifiable et j'ai vérifié. Et c'est ainsi que Zampoli a amené Melania aux États-Unis, et bien qu'elle n'ait pas légalement le droit, elle a pris au moins 10 contrats de mannequinat pendant cette période. Zampoli a finalement réussi à obtenir le visa de Melania grâce à Jeffrey en 2001. Elle sortait avec Donald Trump à cette époque. Son grand succès est arrivé à 26 ans. Info vérifiée, bien évidemment. Et donc, Jeffrey, Ghislaine Maxwell, les Clinton, les Trump se fréquentaient et très souvent, comme l'illustre cette photographie. Remarquez que
Rien ne prouve que Donald Trump soit impliqué activement dans le dossier Jeffrey Epstein, mais il le connaissait, Melania le connaissait. Et il y a certaines choses qui sont difficiles à affirmer sans être contredit. Bombe absolue sur Sky News, un correspondant expert lit l'email fuité de 2002 de Melania à Ghislaine Maxwell. Elle y demande des nouvelles de Jeffrey et de Palm Beach. La Maison-Blanche est en mode panique totale, essayant de se désolidariser complètement du scandale massif. Je vais me répéter, mais il n'y a pas de preuve d'implication de crimes sexuels de la part de Donald Trump, juste une relation amicale qui soulève quand même quelques questions. Donc, nous avons aux États-Unis le camp démocrate et les MAGA officiels désormais qui accusent Trump d'être mouillé dans le scandale Jeffrey jusqu'au coude. C'est la raison pour laquelle, affirment ces MAGA et ces démocrates, ils cèdent tout à Bibi. Et puis, il y a l'hypothèse 2. Le président Trump révèle qu'il n'avait absolument aucune idée que son épouse, Melania, allait s'adresser à la nation au sujet de Jeffrey. Trump a déclaré qu'il était en réunion au sujet de la guerre et ne pouvait pas en dire plus. Elle ne le connaissait pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que quelque chose de gros est sur le point de se produire? Si Melania Trump a vraiment décidé toute seule de s'adresser au Congrès, cela annulerait la théorie démocrate que Trump, par son discours, voudrait gagner du temps afin de mieux étouffer l'affaire. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que Melania veut quitter son mari, Donald, même le dézinguer après l'épisode iranien. Elle a sauvé le monde, affirme un de ses admirateurs. Bon, tout cela, ce sont des spéculations, on attendra d'avoir davantage d'informations. Voyons exactement ce qu'elle a dit avec Eric Dougherty. Dans un moment décisif, la première dame Melania Trump exige que le Congrès autorise les survivantes, donc d'Epstein, à témoigner publiquement sur ce qui leur est arrivé, affirmant qu'Epstein n'a pas agi seul. Waouh, cela va secouer à Washington. Le moment est venu pour le Congrès d'agir. Epstein n'était pas seul. Plusieurs hauts dirigeants masculins ont démissionné de leur poste influent après que cette affaire a été largement politisée. Bien sûr, cela ne constitue pas une preuve de culpabilité, mais nous devons tout de même travailler ouvertement et de manière transparente pour découvrir la vérité. J'appelle le Congrès à offrir aux femmes victimisées par Epstein une audience publique spécifiquement centrée sur les survivantes. Donner à ces victimes l'opportunité de témoigner sous serment devant le Congrès avec la puissance d'un témoignage assermenté. Chaque femme devrait avoir son jour pour raconter son histoire publiquement si elle le souhaite, et son témoignage devrait alors être inscrit de manière permanente dans les archives du Congrès. Ce n'est qu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, que nous aurons la vérité. Merci. Le message est fort et en même temps très lourd de menaces. On la sent en colère, Melania. Elle est en colère contre quoi? Selon certains spécialistes, elle n'aurait pas digéré des attaques venant de réseaux très pro-guerre. Vous savez que ce week-end, J.D. Vance va négocier avec les Iraniens et sur les réseaux sociaux, on attaque Melania. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère? Je vous laisse juger. Est-ce qu'elle est en colère également contre son mari? Et est-ce qu'on doit vraiment croire cela? Le président Trump affirme qu'il n'était au courant de rien concernant la déclaration surprise de sa femme Melania dans laquelle elle se distancie de Jeffrey dans une déclaration à MS Now. Et pour conclure ce dossier, il faut savoir que Donald Trump a critiqué très vivement ses ex-premiers soutiens comme Alex Jones. Melania Trump vient de contredire son mari et a déclaré que l'étouffement de l'affaire Epstein est réel et doit être enquêté. Dans le rapport ci-dessous, je réponds à l'attaque sans précédent du président Trump contre moi-même et ses autres anciens soutiens de premier plan. Voilà, Melania travaille-t-elle pour son époux Donald ou au contraire vient-elle de l'enfoncer? Ce qui est certain, c'est que sur ce dossier Epstein, la communication de la Maison-Blanche est chaotique. Et nous vivons hélas en France la même situation. Epstein, vous le savez, a pénétré tous les cercles de nos élites. Et c'est rentré comme dans du beurre, car elles étaient pourries jusqu'à la moelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Parmi ceux qui pratiquaient des sévices
sexuelles sur des enfants, retrouvez Jean-François Lemaire, Gabriel Mazneff, Claude Imbert, Jean-François Revel. Oui, des gens très puissants sur la place de Paris. Sur cette affaire, entretien d'hier, vous avez été très nombreux à m'écrire que vous êtes étonnés de la corruption dans les milieux journalistiques, leur servitude également vis-à-vis du pouvoir. Mais quand on regarde le pédigré des patrons de presse, on ne s'étonne plus de rien. Ce Claude Imbert, vous ne le connaissiez pas? Pourtant, il était très influent dans la presse parisienne. Éloge, élégie même, à Claude Imbert par BHL. Claude Imbert, c'était le patron du Point. BHL fait l'éloge d'un grand humaniste. Oui, c'est un humaniste qui agressait sexuellement des enfants de 5 ans. Claude Imbert a permis d'ailleurs à BHL d'avoir une chronique dans Le Point. Un petit monde de la presse parisien aux pratiques dégueulasses. Parce qu'à côté d'Imbert, il y a Jean-François Revel, salué également par BHL. Jean-François Revel dirigeait la revue très influente, libérale, Commentaire. Jacques Lang, Pierre Berger, Epstein, Jean-François Revel, Claude Imbert, les copains de BHL. Ils ont tous un point commun. Et il ne faudrait pas oublier dans les patrons de presse celui-là. Et oui, Xavier Niel. Rappelez-vous, Xavier Niel, son associé et père spirituel de Welter, a été condamné pour proxénétisme. Pas Niel, curieux. Niel touchait de l'argent liquide, 5000 francs, d'un sex shop qui pratiquait la prostitution. Et il ne le savait pas, Xavier Niel. Et son associé, il était également de Welter, l'associé de Xavier Niel dans les choses au moins de 18 ans. Et dans cette galerie de portraits, il ne faudrait pas oublier Jean-Michel Bailey, le patron de la Dépêche du Midi, le grand soutien d'Emmanuel Macron. Comment voulez-vous avoir une presse libre avec de tels patrons de presse? Des magouilleurs avec de sales histoires aux fesses. Vous les voyez, vous, recruter des journalistes honnêtes? Ben non, ils auraient trop peur que ces derniers viennent mettre leur nez dans leurs petites affaires de dégueulasses. Charles Aloncle. Charles Aloncle lâche une bombe et révèle la présence de tractations pour acheter le silence de victimes et de témoins auprès de France Télévisions sur des cas de déviance et agression sexuelle. Il a tous les éléments et va les transmettre au procureur. Bravo, Charles Aloncle. Il faut vraiment féliciter Charles Aloncle pour son travail formidable. Oui, cette commission d'enquête, grâce à lui, a permis au plus grand nombre d'avoir un aperçu sur cette mafia socialiste. La presse de réinformation l'avait montré il y a bien longtemps, mais vous le savez, nous sommes des complotistes. On espère vraiment que son rapport sortira. Et pour bien comprendre ce que c'est qu'un journaliste aux ordres, écoutons. Ça va, ça vous allait? C'était bien, hein? Pour quelqu'un qui avait pas grand-chose à dire, vous aviez plein de choses à dire. Le micro de la journaliste de France Info, Agathe Lambré, restait allumé après la fin de son interview avec le ministre de l'économie, Roland Lescure, Bilderberg. Elle lui demande « Ça va? Ça vous allait? C'était bien, hein ?» Ah, le système. Et c'est bien ce système de gros porcs qui va défendre des mesures éducatives, ignobles. Scandale, le livre le plus important du monde. C'est le titre d'un livre recommandé dès 9 ans et qui apprend aux enfants toute une série de pratiques qui sont normalement réservées aux adultes très avertis. Vendu à la FNAC avec coup de cœur des libraires, la Ligue de l'enseignement et certaines éditions qui l'ont validé. Des adultes qui le lisent à voix haute sont choqués. Jusqu'où ira cette folie? On laisse nos enfants innocents et on les livre à cette idéologie, mais lorsqu'on connaît les patrons de presse, rien d'étonnant. Partagez massivement, les parents doivent savoir. Comme dirait l'autre, tout se tient. Ah, Davos, Bilderberg. Ah oui, je dis Bilderberg plutôt que Bilderberg, c'est un jeu de mots, j'espère que vous l'avez compris. Epstein et les autres, elles sont belles, nos élites. Et comment tenir le bon peuple? Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, nous a vendu la mèche hier. Une bonne guerre avec la Russie. Et c'est pas évidemment sorti de nulle part.
La permanence d'une menace russe sur notre continent avec une guerre ouverte reste une préoccupation première en termes de préparation des armées. Selon Delphine Ernotte, oui, ils préparent leur guerre pour 2029. Tant que la corruption et l'injustice feront la loi, les criminels seront les rois. Je me pose une question. Ce général, il a vraiment fait l'école de guerre? On ne lui a pas appris qu'on ne pouvait pas faire la guerre à une puissance nucléaire, sinon il n'y a plus personne. Il nous prend pas pour des je vais rester convenable, mandons, franchement. Faire la guerre à la Russie, c'est le pays qui pourrait nous sortir de notre crise énergétique, parce qu'il nous vendrait un gaz et un pétrole bon marché. C'est la fameuse doctrine gaulliste. Et puis surtout, la Russie nous permettrait de sortir de cette colonisation atlantiste, Mandon, ça doit lui parler, et de ces élites corrompues par Epstein. En Irlande, ils ont peut-être réfléchi à la question avec Nicolas Vidal. Putsch est le seul média français à suivre la révolte populaire en Irlande. Suivez la situation en direct sur Push Media. Petite parenthèse, demain je publierai un entretien de Nicolas Vidal sur la censure. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à Nicolas Vidal, il fait un travail de réinformation extraordinaire. Ne ratez donc pas l'entretien Louis et Nicolas Vidal sur les réseaux sociaux et la censure. Mais revenons à nos Irlandais. Les camionneurs et les agriculteurs irlandais manifestent contre les taxes sur le carburant et les taxes climatiques qui font exploser les prix. Merci de partager ceci et de montrer à la Grande-Bretagne, à l'Europe et au monde que l'Irlande est en colère. Il se passe quelque chose de très grave en ce moment en Irlande. De grandes manifestations antigouvernementales ont paralysé l'ensemble du pays pour un deuxième jour consécutif. Les manifestants jurent d'intensifier si le gouvernement n'accède pas à leurs demandes. L'Irlande est sur le point d'exploser. Comment répond un gouvernement mondialiste aux revendications du peuple? Je pense que vous connaissez la réponse. Vous l'avez vu avec Emmanuel Macron. L'Irlande déploie des véhicules blindés et armés pour faire face aux agriculteurs et camionneurs en protestation qui veulent se libérer des taxes carbone et de la tyrannie climatique. Pourquoi le gouvernement s'inquiète-t-il plus des patriotes que des immigrés clandestins? Une fois de plus, donc, le gouvernement irlandais déploie l'armée pour retirer les véhicules des manifestants, alors que la sous-commissaire Sean Cocon met en garde les camionneurs, agriculteurs et propriétaires d'entreprises protestant contre les prix des carburants et les taxes. Les gouvernements contre les peuples, nous dit Philippe Murer. Les agriculteurs et autres entrepreneurs irlandais manifestent pour obtenir une baisse du prix de l'essence. Et le gouvernement déploie l'armée et retire les véhicules. Mais cela se complique. L'implication militaire irlandaise est désormais officielle. Plusieurs commentateurs crédibles affirment qu'un certain nombre d'officiers de l'armée irlandaise refusent d'utiliser la force contre leurs propres citoyens. Des temps intéressants en Irlande. Un modèle à suivre? C'est quand même fascinant. Partout, ces directives européistes sur la transition énergétique, sur les taxes, sur l'essence sont appliquées le plus sévèrement. C'est la révolte ou la colère gronde. Dans certains pays, ils ont préféré, pour éviter les manifestations, baisser la TVA sur le carburant. Mais voilà, la grosse commission contre les peuples. C'est bien une position officielle de la Commission européenne qui bloque la baisse de TVA sur les carburants, au nom des sacro-saintes règles européennes sur la TVA. L'Espagne ne peut pas baisser la TVA en dessous du seuil autorisé. L'Espagne est hors la loi. L'affaire est en cours de discussion entre Madrid et Bruxelles. Dans ces conditions, mieux vaut être dirigé par un européiste ou par un souverainiste? Je crois que vous avez la réponse. À gauche, un ministre qui tente d'embrouiller les Français, Roland Lescure, qui refuse de baisser les taxes sur le carburant, et à droite, un chef d'État qui défend son peuple. Mais quel contraste! Peu importe ce que Bruxelles exige, la Hongrie maintiendra son système de prix de carburant protégé. Ces prix resteront disponibles uniquement pour les familles, les entreprises et les agriculteurs hongrois. Pour nous, la Hongrie passe en premier. Vous imaginez un instant le Poudré dire « Les Français en premier ?»
Non, non, c'est de la science-fiction. Macron, c'est toujours l'Union européenne en premier, Soros, Epstein et les autres. Parce que les Français, poids, ils me détestent. Il y a quand même quelques raisons. Ah, cette Union européenne, 2 milliards de plus pour l'Ukraine, nous dit Florian Philippot. À l'instant, l'UE annonce débloquer 2 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev, qui manque cruellement de liquidités. C'est ce que je vous annonçais. Ils sont presque en rupture de paiement. Ils sont sous perfusion avec notre argent. Cela signifie 400 millions déboursés par la France. Rappelons que jusqu'ici, le gouvernement Lecornu n'a accordé que 70 millions aux Français face à l'explosion des prix et de l'essence, soit 6 fois moins. Stop Frexit. Cette grosse commission n'a donc qu'un objectif, nous faire payer et attaquer nos intérêts les plus vitaux. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban vient de révéler que, en coulisses, la grosse commission européenne et l'Ukraine de ZZ s'entendent pour saboter l'oléoduc Druzhba qui fournit donc du pétrole à la Hongrie. L'Union européenne joue contre ses États membres. Son élection dimanche est très importante. La Hongrie doit aller vers la sortie de l'Union européenne et la France aussi, et au plus vite. Orban a reçu un supporter de poids, Gilles Evans. Il est amusant de voir les premiers ministres et les dirigeants de certaines capitales d'Europe de l'Ouest parler de la crise énergétique alors qu'en réalité, ils auraient dû suivre les politiques de Viktor Orban en Hongrie, estime Gilles Evans, c'est-à-dire recevoir des produits énergétiques russes. Pour compléter l'actualité de Gilles Evans, il sera demain au Pakistan pour négocier un cessez-le-feu avec l'Iran. C'est l'heure de la chronique d'Antoine Guénaud. Aujourd'hui, colbertisme. Salut les patriotes. Aujourd'hui, une chronique qui m'était inspirée par l'actualité, par la sortie de la première brique du 28e régime de l'Union européenne. Donc, 28e régime qui est un nouveau statut juridique qui outrepassera les droits nationaux. On y reviendra, je pense que je ferai une chronique plus complète dessus. Là, aujourd'hui, je prends cette chronique sera inspirée par un des articles qui me donne un prétexte pour parler de quelque chose qui me tient à cœur en tant que gaulliste. Cet article, c'est l'article 103 de cette première brique du 28e régime. Article 103 qui, en gros, prévoit une liste de pratiques interdites par les États membres de l'Union européenne. C'est un article qui va interdire virtuellement toute conditionnalité et ou clause territoriale prévue dans notre droit pour donner des subventions. En gros, très simplement, il sera interdit à la France de refuser une subvention ou une licence d'activité à une entreprise située dans un autre pays de l'UE au motif que cette entreprise n'a aucune filiale, aucun actif, aucun emploi ou aucun brevet en France. Donc, voilà, on voit la folie de cette entreprise. C'est de la dilapidation d'argent public. Au-delà de la dilapidation, ce sera encore une fois l'argent des Français qui ira dans les poches d'entreprises étrangères. Et même ou d'entreprises françaises qui continueront de délocaliser, puisque là, ça amènera une accélération des délocalisations. Je dis accélération parce qu'il faut bien se rappeler que quand on parle de localisation, on nous parle souvent de la Chine, etc. C'est complètement faux. L'énorme majorité des délocalisations se passe au sein de l'Union européenne. Selon l'INSEE, 72% des entreprises françaises qui délocalisent le font au sein de l'Union européenne. C'est très important. C'est quelque chose de très important. C'est encore une fois, même si est-ce qu'il faut encore des raisons pour sortir de l'Union européenne, mais c'est une raison de plus. Il faut absolument sortir de l'Union européenne et de ce dogme de la concurrence libre et non faussée pour revenir enfin à une vraie politique protectionniste qui protégera nos entreprises. C'est ce que List appelait le protectionniste éducateur, défendre nos entreprises pour qu'elles puissent ensuite se confronter au marché international. Protectionnisme éducateur, pour certains, moi, en tant que gaulliste, j'appelle ça tout simplement du colbertisme. Un colbertisme qui est tout simplement inhérent à l'identité nationale française. En parlant de colbertisme, ça m'amène à parler de quelque chose de très important dans le colbertisme, c'est l'impulsion dans l'économie par un État stratège. Depuis toute cette propagande, il y a une idée reçue sur l'incompétence de l'État à gérer le pilotage industriel, même agricole, mais un pilotage industriel. Ça c'est la propagande de la main invisible du marché qui permet une navigation heureuse, tout ça. Le dogme de la concurrence libre, c'est ce qui a permis l'érosion de nos tissus industriels nationaux et ce qui a fait
ce qui fait en sorte qu'on a cédé nos fleurons nationaux à des investisseurs étrangers. On peut prendre Alstom, on peut prendre Arcelor, on peut prendre Alcatel. Ça me fait penser d'ailleurs avec la mort de Lionel Jospin que son gouvernement a été celui qui a le plus privatisé, hein. Il faut s'en rappeler. Si on rentre dans une analyse un peu plus poussée, hein, de ces mécanismes-là de développement industriel, on peut voir tout de suite que on peut démystifier tout de suite le mythe, de l'industrie sans État. C'est faux, c'est complètement faux. Les grands programmes français des 30 Glorieuses, hein, comme Airbus ou le TGV ou même le nucléaire, c'est l'œuvre d'un État, c'est l'œuvre d'un État dirigiste. Colbertisme est un État dirigiste. Le secteur privé, finalement, est assez frileux pour investir massivement dans des recherches, à très long terme avec des retombées incertaines. Si on prend plus large que la France, mais les innovations les plus importantes, ça a été le fruit, d'un financement étatique. On peut prendre internet, on peut prendre le GPS, on peut prendre les écrans tactiles, voilà. C'est c'est pour ça, l'État stratège dans la tête de Gaulle, l'industrie, c'est vecteur d'indépendance économique et de rayonnement international. C'est ça qu'il faut voir, hein, c'est très important. Puisque l'État est le seul aussi à avoir les leviers d'action et qui sont inhérents à la puissance publique. Donc tout de suite, je me permets d'anticiper l'argument. Oui, mais Antoine, la dette, comment faire un État stratège, pardon, avec la dette abyssale que nous avons? Heu, Premièrement, la dette, c'est pas un problème. Pour le problème, c'est son usage. Enfin, il y a 2 problèmes dans la dette. Il y a son usage et quelle dette nous avons. La France, elle n'est pas pauvre, elle est endettée. Mais le problème, c'est que toutes les dettes ne se valent pas. Si c'est une dette pour financer la consommation ou le fonctionnement de l'État comme on a aujourd'hui, là, effectivement, c'est une impasse, puisqu'on ne pourra pas rembourser. Mais s'endetter pour reconstruire une base industrielle, par exemple, ça, c'est ce qui nous permet, ça, pour investir dans des capacités productives, c'est ce qui nous permet de préparer le remboursement de demain. Ça, c'est très important. Une filière, une innovation, c'est de la richesse réelle qui retombe dans l'escarcelle, entre guillemets, de l'État. Donc c'est ce qui nous permet de réduire la dette à long terme. Deuxième problème de cette dette, enfin, gros problème de cette dette, effectivement, c'est que cette dette, elle est financée par le marché, financier privé. Ça, c'est il y a eu la loi de 1973, la loi Pompidou-Giscard, qui est aujourd'hui dans l'article 123, du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est en sortant de l'Union européenne, on remettra en cause cet article 123 qui nous dit, que l'État français, que les États ne peuvent pas financer leurs dettes, ne peuvent pas emprunter à leur banque centrale. Sans intérêt, évidemment. Et c'est comme ça qu'on devra faire à l'avenir, en sortant de l'Union européenne. Hem Ensuite, un État stratège, c'est pas un État qui dépense forcément plus, c'est un État qui dépense mieux. C'est un État qui oriente. Donc ça peut être par fonds souverains, on peut penser à celui des Norvégiens, par exemple. C'est un fléchage de l'État, c'est les commandes publiques, les conditionnalités des aides. C'est un État qui devra investir mieux, c'est tout. Alors des fonds souverains, encore une fois, des nationalisations, c'est fort possible, nationalisation sur des domaines régaliens, ça sera très important. Moi je pen Pourquoi ne pas se lancer dans un grand emprunt national, par exemple, qui serait heu, une sorte de référendum concret? Est-ce que les Français veulent prêter? Je pense qu'il y en aura beaucoup. Et deuxièmement, par exemple, ce sera, au lieu de braquer l'épargne des Français comme ils veulent le faire, hein, puisqu'ils veulent le faire avec l'union des marchés des capitaux et d'autres, ce serait une obligation de donner son épargne à l'État. Moi, je pense qu'on pourrait, comment dire? Flécher cette épargne et inciter les Français à, investir librement, dans la France, dans l'avenir de la France et donc dans leur avenir. Encore une fois, ça c'est du concret, mais c'est un exemple. Là, c'est les fléchages. Parce qu'aujourd'hui, voilà, encore une fois, quand on dit que c'est surtout un État qui oriente mal aujourd'hui, heu, on subventionne aujourd'hui des entreprises qui délocalisent et avec le 28e régime, comme on l'a vu, on subventionnera des entreprises qui n'auront déjà qui ne seront pas françaises et qui n'auront aucun lien avec la France. Donc il faut absolument très vite sortir. C'est pas un problème de dette, c'est un problème d'Union européenne, encore une fois. Hem Et dernier argument contre, cet argument de la dette, c'est, heu, quand on y réfléchit bien, la dette actuelle, c'est le produit de la désindustrialisation, pardon. C'est le produit du manque de protectionnisme et c'est le produit donc de l'abandon de l'État stratège. Parce que pour un truc très simple, mais moins d'usines, c'est moins d'emplois productifs, c'est moins de recettes fiscales et c'est plus de dépenses sociales puisque c'est des gens au chômage. C'est le traitement social de la dette, comme on dit. Le traitement social du chômage, pardon, comme on dit. Donc en soi, refuser l'État stratège au nom de la dette, c'est entretenir les causes
de cette dette. Voilà. La dette ne peut pas être une excuse à l'inaction. La dette doit être ça doit être une raison d'agir. Donc voilà, une nation qui ne produit plus, encore une fois, elle est condamnée à s'endetter toujours davantage. Donc voilà. Heu, voilà pour cette petite chronique. Je me permettais, de faire ça parce que, en tant que gaulliste, je me devais de parler, colbertisme, donc protectionnisme et État stratège, ça me semble primordial. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, la f continuez d'espérer, la flamme de l'espérance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Antoine pour ces brillantes explications. On va terminer sur une information France. Ce chiffre me donne le vertige. Voici l'évolution 1960-2025 du pourcentage de Français mariés et propriétaires à l'âge de 30 ans. C'est hallucinant de voir à quel point notre modèle social s'est pulvérisé en seulement quelques décennies. Cela mérite d'ailleurs une longue explication que je vous donnerai dans un autre entretien, parce que c'est l'heure que vous attendez tous, l'heure de la page fantaisie. Alors là, ils ont fait très fort les impôts. Benjamin Brière, prisonnier en Iran depuis 3 ans, raconte que le service d'impôts lui a reproché de ne pas avoir déclaré ses revenus. Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire, lui a répondu l'administration. La première année, il a eu que quelques minutes avec sa famille lorsqu'il était en prison. Trop fort, les impôts. C'est vrai, en prison, on ne pense qu'à une seule chose, à son percepteur. Nous sommes bien au Macronistan avec son racket. Tiens, une dernière du poudré. Aller sur X, Insta, TikTok ou Facebook, c'est comme aller sur un site au moins de 18 ans. Et oui, vous devez donner votre carte d'identité pour tous avec reconnaissance faciale. Ah la vache, ce parallèle entre cochonnerie et réseaux sociaux. Est-ce que les macronards sont en train de nous dire que la vraie information est une vraie cochonnerie pour ces macronards? En même temps, on les comprend, hein. La génération actuelle ne sait probablement pas qu'il y a 2 personnes sur cette photo. Et tous ces dirigeants mangent à la même cantine. Coucou Roland Lescure, c'est vrai que tu participes au Bilderberg cette année. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ça a quelque chose à voir avec l'économie française? Tu es au courant que cette réunion n'a pas très bonne réputation? Tu nous racontes? Ah, les candidats de la Bilderberg. Macronie, la deuxième boîte offerte. La mairie de Paris a décidé de réagir face au scandale dans le périscolaire. Une affichette. Chers parents, parentes, merci d'éviter les tenues provocantes pour les enfants, jupes courtes, t-shirts moulants, couches échancrées, afin de ne pas tenter le personnel éducatif. Par avance, merci, la directrice. Je crains qu'on leur ait donné des idées. Suite à la parution des photos de Jordan et de Maria Carolina, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Les futures unes de Paris Match des candidats à l'élection présidentielle, Raquel Garrido et Alexis Corbière, leur retrouvailles, leur dîner en amoureux au Testi Crousti de Saint-Denis. Et bien évidemment, Maxi Bernard, conte parodique, vous le connaissez bien. Courez acheter Paris Match. Maxi Bernard et Svetlana, ils sont prêts pour 2027. Maxi Bernard devancerait Édouard Philippe selon un sondage. Par ailleurs, Maxi Bernard dément formellement d'être en couple avec Gisèle Pellicot. Ah, une de mes préférées, présidentielle, contre-attaque de Gabriel Attal qui annonce s'être en couple avec la Reine des Neiges, oui, la Reine de la Poudre. Bruno Retailleau se devait de réagir. Lui aussi, une de Paris Match. Très en retard dans la course à la princesse, Bruno Retailleau annonce finalement ses fiançailles avec Miss Interville 1987. Et François Hollande, princesse belle et rebelle, François Hollande officialise sa relation inattendue avec Leonarda pour son entrée dans la course à l'élection présidentielle. C'est fini pour cette page fantaisie. Pour Pâques, on aimerait des cessez-le-feu. Ah, vous allez me dire, mais Pâques est passé. Oui, en Occident, mais pas en Russie. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de Pâques, a rapporté le Kremlin.
Le cessez-le-feu de Pâques est proclamé du 11 avril à 16 h jusqu'à la fin de la journée du 12 avril 2026, a rapporté le Kremlin. Moscou s'attend à ce que la partie ukrainienne suive l'exemple de la Russie avec un cessez-le-feu de Pâques. Vladimir Poutine a annoncé des instructions aux forces armées russes pour qu'elles cessent les combats pendant la période du cessez-le-feu de Pâques, mais qu'elles soient prêtes à riposter contre l'ennemi. Alors, en ce week-end de Pâques russe, un cessez-le-feu en Iran et un cessez-le-feu en Ukraine, on va prier. Je vous souhaite un excellent week-end et puis n'oubliez pas, demain, il y aura un entretien spécial avec Nicolas Vidal. Merci à tous, au revoir.